Bienvenue à tous dans ce nouveau débrief. L'acte 3 de la décentralisation a été lancé officiellement le 19 mars 2013 au Sénégal. Sa mise en œuvre a non seulement bouleversé l'architecture institutionnelle sur laquelle reposait jusqu'ici le pays, mais elle a vu certaines compétences transférées aux collectivités territoriales. Nous parlerons justement aujourd'hui dans cette émission de ces compétences transférées et des difficultés auxquelles font face les collectivités territoriales et essayer de dégager avec nos invités des pistes de solutions. Nous aborderons également la question de leur financement, notamment les fonds de dotation de l'État, entre autres. Et comme invité, nous recevons aujourd'hui M. Adama Diouf, président de l'Union des associations des élus locaux du Sénégal, également président de l'Association des départements du Sénégal. Monsieur Diouf, merci. Merci, madame, d'être invitée, cette invitation. C'est un plaisir de vous recevoir sur Médian TV Afrique. Le plaisir partagé, tout à fait. Voilà. Et avec lui, M. Aliou Sow, ancien ministre, président de la commission numéro 1 du Haut Conseil des collectivités territoriales. Merci, monsieur le ministre. Bonjour, madame Thiam. C'est un honneur et un plaisir pour moi d'être sur votre plateau cet après-midi et en même temps rencontrer un illustre acteur de la décentralisation, le président Adama Diouf. Voilà, je vais vous poser par ailleurs la première question. Qu'est-ce que c'est que l'acte 3 de la décentralisation ? L'acte 3, quelle question? On en entend parler, Oui, mais on en les entend gens parler. ne savent pas exactement de quoi il s'agit. Non seulement on en entend parler, mais ça rythme quand même notre quotidien depuis bientôt quand même quelques longues années, il faut le noter. Comme vous l'avez annoncé déjà, c'est une réforme majeure qui a quand même bouleversé dans tous les sens, mais je pense aussi de manière générale dans le sens positif en dépit des quelques soubresauts, des hauts et des bas qu'il va falloir prendre en charge. Parce que quand même, nous sommes venus de loin. N'oublions pas que nous avions quand même plusieurs niveaux, plusieurs ordres de collectivités territoriales qui ont disparu. On avait les communes d'arrondissement, on avait les conseils régionaux, on avait les communautés rurales qui datent de 1972. Toutes ces réformes-là de 72, de 96 étaient là. L'acte 3 quand même a remis tout cela en cause dans la perspective quand même de se conformer à la marche du monde en matière de décentralisation. Et aujourd'hui, quand même, la communalisation intégrale qui est aussi, en tout cas, pour nous, une mesure extrêmement importante si quand même un certain nombre de mesures d'accompagnement étaient prises à l'effet d'exister et de mettre un terme à ce gap, pour ne pas dire ce fossé très béant, très inacceptable qui existait entre le monde rural et le monde urbain. Parce que vous savez, on a hérité quand même de l'époque du pouvoir colonial, cette catégorisation des Sénégalais en deux segments, des ruraux et des urbains, comme on dit, les cocos et les tartares, et tout ce qui était bon, c'était pour les urbains, et les ruraux peuvent bien attendre, et cela a créé une sorte de déséquilibre territorial, où l'équité territoriale même posait problème. Mais je pense que la communalisation intégrale maintenant est une bonne mesure si les mesures d'accompagnement sont prises, et c'est là où se pose le débat. Et par ailleurs également, les conseils régionaux qui étaient créés n'étaient pas si viables que ça, d'autant plus qu'il y avait des grands barons à la tête des conseils régionaux, mais qui n'avaient aucune ressource propre, qui ne vivaient que de transferts financiers de l'État, qui étaient si modiques en termes de valeur pour pouvoir agir dans des espaces aussi vastes, alors que sans territoire réel, d'autant plus que les communes quand même s'occupaient déjà de l'essentiel de ces activités économiques, socio-économiques, culturelles au niveau de ces régions, de ces espaces, et par conséquent, je pense qu'on a toujours noté que les conseils régionaux, tels que à l'époque, n'étaient pas viables et n'apportaient pas beaucoup de choses positives, telles que cela a été annoncé en grande pompe, d'où le besoin à son temps de réformer le conseil régional, ou bien carrément de le supprimer. Et je pense qu'en créant le département qui est plus viable et qui est plus conforme à une certaine identité locale, à une certaine dynamique également, je pense que c'est une mesure, même si d'aucuns pensent que non, on a éclaté en petits morceaux les conseils régionaux sans pourtant qu'il y ait des mesures d'accompagnement qu'il fallait. Mais il faut dire que dans les grands principes, des mesures prises qui sont constitutives
de la réforme de l'acte 3 nous paraissent extrêmement importantes. Et par ailleurs également, il y a aussi beaucoup d'éléments qui remettaient en cause la démocratie participative locale ou même une certaines valeurs qui sont corrigées au niveau du Code général. Je fais toujours allusion, par exemple, aux conséquences politiques ou fâcheuses qui remettaient en cause un peu parfois la portée économique des découpages administratifs. Parce qu'il y avait une disposition dans le Code à l'époque qui voulait que toute modification de collectivité territoriale en zone de terroir met debout sur la dissolution systématique de toutes les entités modifiées. Et par conséquent, et maintenant, avec le nouveau Code, quand même, ça n'est plus possible. On peut découper, on peut remodeler les collectivités territoriales sans pour autant que les entités dirigées par des assemblées élues ne soient dissoutes sur la base d'un décret, alors que quand même il y avait une légitimité populaire qui était là. Donc on peut réformer, changer, découper en laissant l'existant continuer jusqu'à la fin du mandat ou bien jusqu'à la tenue d'une élection partielle anticipée. Et jusqu'ici, 5 ans après, quels sont les acquis selon vous Ce que je viens de vous dire, c'est tous ces grands principes. En vérité, dans cette phase-là, il faut noter qu'il y a des grands principes, de grandes orientations en matière de politique, de décentralisation et d'aménagement du territoire. Et maintenant, chemin faisant, les gens ont pu déceler les aspects politiques, mais également les carences notables qui sont là. Et donc on va parler de précipitation, d'autres vont dire que le plus important en termes de mesures qu'il fallait prendre, c'est-à-dire le volet financier n'a pas été au rendez-vous, ce qui est vrai. Il ne s'agit pas de changer l'architecture des collectivités territoriales, il faut changer les appellations, changer beaucoup d'orientations, sans pour autant que les nerfs de la guerre soient ne suivent. En vérité, un point essentiel, nous allons y revenir. En vérité, les compétences transférées restent les mêmes. Le conseil départemental, à l'image du conseil régional aussi, n'a pas de ressources propres, dépend aussi du biberon étatique, en plus quand même d'autres initiatives allant dans le sens de la coopération décentralisée ou de l'imagination managériale de ceux-là qui sont placés à leur tête. Ce qui veut dire qu'on demande énormément de résultats aux conseils départementaux, sans pour autant leur donner le minimum de moyens ou de possibilités pour en assurer la possibilité réelle, et ce qui peut être une source de frustration où des hommes avec un génie managérial réel peuvent se trouver dans des situations où les performances ou le bilan ne serait pas aussi positif que mesurable à l'aune de leur talent, de leur parcours ou de leurs possibilités managériales. Voilà, nous allons y revenir, mais j'aimerais bien que M. Diouf vous reveniez un peu sur l'historique de la décentralisation. Pourquoi l'acte 3 ? Mais merci beaucoup, mais je voudrais d'abord saluer le professeur Aliou Sow, qui est devant moi ici, qui a été mon ministre en charge de la décentralisation. Le salue véritablement et avec déférence, respect et reconnaissance. Oui, je pense que c'est quoi l'acte 3 de la décentralisation? Le président de la République, Macky Sall, lorsqu'il est venu au pouvoir, avait le souci de créer la croissance économique, booster le développement à la base. Et ceci n'est possible que nous faisons, quelles sont les opérations qui étaient mises en œuvre pour créer la croissance dans notre pays, lutter contre la pauvreté et le sous-emploi. La vision était très claire. On ne peut pas construire la croissance par le haut, mais plutôt par le bas. Cela signifie donc que toutes les politiques publiques qui devaient mettre en place à partir de ce moment devraient partir des territoires, des zones, des collectivités territoriales notamment. Cette vision est très importante. Parce que c'est vrai, comme l'a dit tout à l'heure M. le ministre, on a une histoire en décentralisation qui date de très longtemps. Mais jusqu'à présent, on était dans les organisations institutionnelles. C'est quoi la commune, le département, la région? Cette dimension administrative, institutionnelle, a fait ses preuves. Il fallait donc changer de fusil d'épaule. Il est plus question maintenant pour ce pays, le Sénégal en particulier, de créer la croissance économique. Et ce n'est possible que si nous partons des territoires, des organisations communautaires à la base, les dynamiques communautaires, qui sont portées par les collectivités territoriales. L'acte 3 donc a changé de vision en mettant le pari sur la promotion de nos territoires. Organiser le Sénégal en territoire compétitif qui pourrait porter le développement. Voilà la vision de l'acte 3 de la décentralisation qui a été tout suffisamment mise en place par le président de la République, le président Macky Sall. Alors voilà, finalement, de quoi il s'agit?
de voir maintenant comment organiser les territoires à partir de leurs ressources qui sont propres, créer les filières porteuses économiques. Si vous allez dans le Fatick, pour créer la croissance dans ces zones, dans tout le pôle de Fatick à Birkelane en passant par Kaolack, c'est le potentiel filière sel. Si vous également voulez faire la promotion économique de ce bassin, de Ziguinchor à Bignona, à Toubacouta, à Fatick, c'est l'anacarde. Donc c'est ça, identifions les forces potentielles des ressources naturelles, des ressources qui sont dans le territoire, et construire le développement, construire la croissance, lutter contre la pauvreté. C'est ça la vision économique de l'acte 3 de la décentralisation de façon fondamentale. En prenant en compte naturellement les acquis que nous avions vers les années de 1872 à aujourd'hui 1972 à 1996, quels sont les acquis institutionnels que nous avons légués, les anciens qui ont réfléchi sur la décentralisation. La plus-value accordée par le président Macky Sall, c'est cette vision économique du développement, l'approche territoriale du développement. C'est ça qui a mis en avant l'acte 3, la décentralisation. Et le chef de l'État lui-même l'a dit dans sa définition, c'est un moyen quand même de dissiper les clivages ruraux et urbains. Oui, mais parce que le territoire aussi est organisé en territoire. Je dis chaque fois et je le répète, toutes les politiques économiques sont adossées à une planification spatiale. Comment sont organisés nos territoires? C'est pourquoi, si nous devons créer la croissance, l'inclusion, supprimer les disparités ou tout au moins les réguler, nous devons voir quel est le comportement de la périurbanité. Les territoires qui sont périurbains, qui sont dans les frontières, qui sont en zone rurale, qui sont dans le banlieue, il faut les écouter et créer des activités économiques qui pourraient booster la croissance. De ce point de vue, l'acte 3 a des missions de corriger ces disparités en mettant en place des territoires suffisamment cohérents. C'est vrai que c'est un pari difficile à gagner parce que nous avons un acquis aussi. Mais fondamentalement, l'acte 3 a également cette vision de créer les incohérences territoriales en régulant les disparités qu'il y a entre les zones rurales et les zones urbaines, les zones périphériques et les zones de l'intérieur, les zones rurales et les zones urbaines, parce que nous sommes des Sénégalais. Chaque Sénégalais, dans le territoire où il est, contribue au développement de ce pays, en payant l'impôt, en payant sa taxe, en cotisant, en votant, en organisant son territoire et son partenaire. Ça, c'est très, très, très important. Donc, cette deuxième perspective territoriale est importante à prendre en compte dans le cadre de la vision de l'acte 3 de la décentralisation. Et même par rapport à cette vision, en entendant parler, M. Diouf, c'est une manière de dire que ça a été une bonne alternative pour sortir les collectivités territoriales de leurs difficultés. Non, en fait, je vous dis, moi dès le départ, dès l'annonce de la réforme avec les grandes lignes, j'ai dit qu'elle était nécessaire, elle était utile, pour simplement qu'on aille jusqu'au fond des choses. Pourquoi je dis? Vous savez, on a toujours mené parallèlement des politiques de décentralisation et des politiques d'aménagement du territoire. Et là, on a le sentiment, même si certains en font un slogan, en parlant de territorialisation des politiques publiques, je ne connais pas de politique publique dans l'histoire du Sénégal non territorialisée. Mais peut-être que le marquer de façon très forte par des actions phares me paraît extrêmement utile et important, et en montrant qu'aujourd'hui, désormais, sur ce plan-là, il s'agit de fédérer les deux entités de façon indissolument liée, c'est-à-dire l'aménagement du territoire et la décentralisation en tant que telle. C'est-à-dire comment la politique de la décentralisation doit pouvoir impulser, c'est-à-dire les instruments que sont les collectivités territoriales ou les cadres de mise en œuvre de cette politique-là. Et ce qu'il faut noter surtout, c'est le fait de noter qu'il y a une volonté quelque part quand même de promouvoir l'équité territoriale, mais aussi l'attractivité des territoires. Ça me paraît extrêmement important. Car si on prend un peu l'acte 3 en voulant résumer ses fondamentaux, ses principes, ses perspectives et ses manifestations à travers la seule lecture en fait très simpliste du Code général des collectivités territoriales, je pense que c'est rendre peu d'hommage et peu d'honneur à la réforme. Il faut voir de façon plus large, c'est-à-dire essayer de corréler l'acte 3 au plan Sénégal émergent de manière globale et pouvoir lire toutes ces mesures de portée socio-économique et de l'équilibrage du territoire, pour ne pas dire de promotion de l'équité territoriale, comme étant des éléments qui accompagnent la réforme de l'acte 3. Je m'explique. Vous prenez aujourd'hui le programme Puma,
c'est-à-dire qu'il y a un programme spécial conçu par le chef de l'État, a envie d'équiper en infrastructure moderne toutes les zones périphériques, frontalières, qui sont tellement éloignées de la capitale et qui ont pendant longtemps été oubliées. Cela est un élément qu'il faut verser dans les mesures d'accompagnement de l'acte 3. Quand on parle de PUDC aujourd'hui, je pense que même les plus grands pourfendeurs du régime sont tous d'accord que son effet positif est là, palpable, non discutable, non contestable. Il faut essayer de mettre ces éléments-là. Le fait également de mener des politiques de promotion du financement, de l'auto-emploi, mais de la création de la richesse, comme on dit, comme disent les Anglais, et souvent, que le rôle du gouvernement n'est pas de créer des richesses, mais de créer des cadres de floraison, de distribution de richesses et d'accès équitable à ces richesses-là. Tous ces packages-là, quand on lit tous ces éléments-là, on en fait un package qu'on ne dissocie pas des grands principes de l'acte 3. On se rendra compte finalement, il suffit simplement aujourd'hui que le chef de l'État et son gouvernement puissent travailler à aller dans le sens de réformer, dans le cadre de la deuxième phase de l'acte 3, le volet financement de l'acte 3. Mais aussi, pour ce volet financement, aussi le volet maintenant, on a vu les échelles aujourd'hui qui sont créées, les pertinences ou le limite. Par rapport même à ce financement. Mais j'ai envie de savoir, vous avez parlé tout à l'heure du rééquilibrage, par rapport même au principe, mais il y a eu la réforme de 72 avant, qui a été la première, avant celle de 96, et maintenant celle de 2013. Je voudrais savoir quelles ont été les carences qui ont mené à cette troisième. Mais attendez, il faut reconnaître quand même, il y a eu beaucoup de carences. On prend par exemple les communes d'arrondissement. Madame, moi j'ai toujours dénoncé les communes d'arrondissement. Avant même de quitter le gouvernement, j'avais rassemblé les communes d'arrondissement, les maires des communes d'arrondissement de Dakar avec la commune de Dakar pour aller dans le sens de réfléchir sur comment réformer ces relations entre la ville de Dakar et ses communes d'arrondissement. Ça n'avait pas de sens parce qu'on avait des maires, vous prenez le maire de la commune de Parcelles d'arrondissement de Parcelles à l'époque, mais qui est, ou de Grand Yoff, mais qui a une population supérieure à celle presque d'une région entière au Sénégal, avec des moyens financiers, mais colossaux, mais qui était un demi-maire, qui n'avait pas de pouvoir, qui n'avait pas de droits, qui était là frustré en dépit de, comme on dit, créer famine sur un tas de blé. C'était quand même un problème très sérieux. Et donc on pensait qu'à l'époque, on avait créé un certain nombre de communes d'arrondissement qui correspondaient à des entités politiques. Ben, une étude, en tout cas une lecture politique en a été faite. On prend par exemple le cas des communautés rurales. C'était une bonne chose, hein, comme à titre expérimental. Mais comme le Sénégal restait à un moment donné un des seuls pays au monde, ou bien un des rares pays, à encore avoir des communautés rurales qui divaguaient un peu dans le monde de la coopération décentralisée sans avoir des équivalences réelles. Par exemple, vous allez voir... la création des communes. Non, et le plus grave d'ailleurs. Et on a vu tous les gros villages, mais nichés dans les communautés rurales, mais pas de lobbying ou pas de réclamation ou pas des études très pertinentes, se sont battus pour être érigés en commune. Et à l'époque, cela montrait, parce que ce qui était impertinent, il suffit simplement de prendre une commune rurale de 50 villages, vous en déduisez 3 gros villages que vous érigez en commune. Madame, ces 3 villages-là avaient plus de droits, plus de pouvoir et bénéficiaient de plus de ressources financières, de transferts et davantage de l'État que les entités, que les 47 autres villages qui restaient communautés rurales. Parce que cette lecture très positive au profit de l'urbain au détriment du rural, il fallait rectifier cela. Maintenant, cela n'enlève en rien également aujourd'hui. Si on regarde le niveau de pauvreté, le niveau de ruralité, le niveau de disparité en matière d'infrastructure et d'équipement, il y a une réalité qui est là, qui saute à l'œil nu, c'est-à-dire qu'il y a encore des communes dites rurales et des communes dites urbaines. Mais dans la vision du président de la République, je pense que dans ce combat acharné contre ces catalogages, il n'a même pas voulu créer ces deux niveaux-là. Pour lui, c'est commune, mais à l'arrivée, on note quoi? On a quand même des communes aujourd'hui, quand je prends en termes de personnel au niveau des collectivités territoriales. Madame, sur la douzaine de milliers d'agents, presque plus de 75% des travailleurs sont concentrés dans la région de Dakar ou dans l'axe Dakar-Thiès. Alors que vous allez voir plusieurs centaines de communes encore au Sénégal qui se retrouvent avec un seul agent ou 2 agents pour couvrir, disons, une cinquantaine de villages, avec des budgets qui n'ont pas si sérieusement évolué par rapport aux nouvelles missions, au rôle des communautés devenues communes. Ça, c'est un problème. Et l'autre problème également, autant qu'à l'époque, devenir une commune rurale était important et tout le monde se battait pour que le gros village soit érigé en commune. Aujourd'hui, le fait de généraliser les communes a créé maintenant une nouvelle situation. Vous avez en zone village, moi je vais donner des cas précis. Une commune de 50 villages, 3 en sont déduits
sont érigées en communes. À l'époque, les 47 restent communes rurales avec une zone de terroir très vaste, des terres très vastes, alors que l'autre qui bénéficie des avantages pour les 3 villages au titre du statut de commune. Mais du coup, on se retrouve maintenant au Sénégal avec une cartographie qui donne quoi? Mais dans une zone, vous allez voir 5 petites communes de 5 villages, 6 villages avec une zone très réduite, à côté des communes qui font 10 fois ou 20 fois en termes de nombre de villages, de population et d'espace que les autres. Il faut que les gens osent aujourd'hui poser sur la table le débat sur la nécessité de rééquilibrer le territoire national à travers un nouveau découpage des collectivités sur la base de consensus issus de consultations, de concertation avec des avis issus de délibérations suite à des sensibilisations très avancées pour ne pas se retrouver avec ces disparités-là, ces déséquilibres-là, de sorte qu'au moins, moi j'aurais préféré qu'on se retrouve avec des communes de 15 ou 20 villages un peu partout. Mais il est quand même bon de rappeler quand même le contexte pour que les personnes puissent comprendre. Oui. Mais j'aimerais bien savoir, Monsieur Diouf, déjà, le professeur en a parlé tout à l'heure, par rapport au financement, notamment le fonds de dotation de l'État, je voudrais savoir, sont-ils suffisants? Non, je pense que pour créer le développement, l'État a l'obligation de soutenir les collectivités territoriales. Mais sont-ils suffisants? Ce n'est jamais suffisant. Le développement a ses exigences. L'État fait quand même des efforts. En 2016, ce n'était pas moins de 40 milliards qui ont été dégagés en termes de fonds de dotation de la décentralisation. On a augmenté 1,5 milliard en 2017. On a augmenté 1,8 milliard en 2018. Les fonds agrégés, on est presque basiquement à 45 milliards 700 millions. Et pourtant, nous, élus, nous nous plaignons que ce n'est pas suffisant. Mais c'est parce que le développement a ses exigences. C'est pourquoi nous disons que ce n'est pas suffisant, malgré l'effort fait par l'État. Cela interpelle, nous, collectivités à la base, acteurs principalement, de rechercher un financement innovant. De ne pas se contenter seulement des seuls transferts financiers de l'État. L'apport de l'État. Ce n'est pas suffisant parce que nous avons aussi des obligations. Quand nous battons campagne pour être élus président de département ou maire, nous avons un plan de développement de la localité. Et quand on a un plan de développement, c'est assorti des moyens pour réaliser le plan de développement. En y intégrant à l'année N-1 les financements reçus par l'État. Mais nous avons d'autres niches. Le partenariat public-privé. C'est par là que nous devons construire et développer nos territoires. Je donne un exemple, basiquement sur les orientations de l'acte 3 de la décentralisation. Approche territoriale du développement. Chaque collectivité territoriale aujourd'hui doit mettre en place un plan de développement adossé aux ressources des territoires. Pour lui permettre de supporter ses charges. Une unité de transformation des produits locaux, une unité de port sec dans le Vélingara, parce que c'est la zone où il y a de fortes populations animales. Une population, il faut valoriser la mangrove dans la commune de Palmarejo-Fakao, monter des projets de développement adossés à ces ressources. Ce projet-là, maintenant, en tant que président de département au maire, j'y investis dans le cadre de fonds d'équipement que j'ai, mais avec rechercher le financement extérieur, parce que certainement le projet est suffisamment pertinent, suffisamment attractif. Il parlait de l'attractivité des territoires tout à l'heure, sur la base de cette ressource, et le partenaire vient nous investir à partir d'un partenariat public-privé. On signe une convention avec la Chambre de commerce, on signe une convention avec IED Afrique, on signe une convention avec une ONG suffisamment forte qui pourrait soutenir notre développement. Et on joue carte sur table. D'ici 10 ans, 20 ans, vous prenez la gestion et vous récupérez les fonds et vous me laissez l'ouvrage à la fin de 10 ans. Ou alors on fait de 50-50, 50% dans le cadre de l'affermage. Ce sont ces initiatives-là que nous, élus, nous devons prendre et ne pas se suffire seulement des fonds de dotation de la décentralisation. Maintenant, il y a un pis-aller. C'est aussi ce qu'on nous donne que ça arrive à temps. Oui. Aujourd'hui, on a ce souci. Et aussi même par rapport à la manière, la répartition des fonds. La répartition, c'est encadré. Chaque année, au 31 décembre, l'Assemblée nationale vote le budget de l'État de façon globale. Parce que n'oublions pas que la collectivité est aussi un démembrement de l'État. Cette enveloppe est donnée au ministre, je parle sous son contrôle, il a été ministre de la décentralisation. Le ministère réunit le mois de janvier
une structure qu'on appelle le Conseil national de développement des collectivités territoriales, qui répartit cette enveloppe du budget du ministère, en tout cas en ce qui nous concerne, en grande masse. Ça se fait généralement au mois de janvier. Cet exercice fini, le ministère en charge de la décentralisation et le ministère des Finances, à travers les directions compétentes, font l'exercice de transfert. Voilà, commune par commune, département par département, qui 50 millions pour le fonctionnement, qui 70 millions pour les questions d'investissement. Ce document est validé par un arrêté interministériel signé par les deux ministres. Maintenant, ceci doit se faire, madame, le 31 mars, dernier délai, pour que les collectivités territoriales, dans le cadre du budget, en amont, puissent avoir toutes les informations financières. Et si je me réfère déjà à votre dernière sortie, selon ce que a relayé la presse, durant ces 7 derniers mois, vous avez eu des difficultés. Oui, parce que j'étais dans le processus tout à l'heure de comment décliner la feuille de route. Nous avons reçu récemment cette notification le 12 avril 2018. Ça, le ministère en charge des collectivités a fait son travail jusqu'au niveau des préfectures et des trésoriers. La question qui est posée maintenant, c'est fondamentalement avec quoi on fonctionne. Parce que si ceci, c'est là encore au niveau administratif. Quand le ministère en charge de la décentralisation fait l'engagement dans le cadre de la phase administrative, ce document va au ministère des Finances, à la direction des Finances, avec ses coffres. On a rencontré les autorités du ministère des Finances qui nous disent que le 1er juillet, la situation sera débloquée. Mais ça, on est encore un discours administratif. Et la phase comptable, avec toutes les procédures de la comptabilité publique, les règlements incompressibles pour faire une dépense publique, nous avons des soucis pour que véritablement, qu'on ne nous emmène pas encore vers le mois d'août ou le mois de septembre. Or, ce budget est censé être exécuté depuis le mois de janvier. Au pire des cas, au mois de mars. C'est ça le souci. Aujourd'hui, nous avons des difficultés, en tant que président de département au maire, à faire fonctionner nos services. Je précise tout de même que l'administration a pris également des dispositions particulières, en donnant ce qu'on appelle les avances de trésorerie. Mais basiquement, les avances de trésorerie, c'est juste pour prendre en charge les dépenses fixes, comme les salaires notamment. Or, la collectivité, ce n'est pas seulement les salaires. Aujourd'hui, les départements, pour la majorité qui ne sont pas logés au niveau des capitales régionales, louent le siège, paient de la location, paient la facture d'eau, électricité, l'Internet, font des missions. Avec quoi on va le faire? Voilà le souci que nous avons. Le ministère des Finances nous a bien entendu et je profite de votre antenne pour véritablement le remercier. Les instructions ont été données il y a quelques jours pour que les avances puissent être données pour en prendre en charge les dimensions fonctionnement. Je pense que le ministre des Finances a dit la fois passée qu'on n'a pas de problème de trésorerie. Mais j'ajoute que donc nous avons un problème budgétaire. C'est au niveau du budget qu'on a des difficultés. Même si par ailleurs le ministre des Finances est gardien de l'équilibre budgétaire. Nous sommes d'accord. Mais en amont, il faut une bonne planification pour que ce qui est équilibré au niveau budgétaire puisse être réalisé au niveau du Trésor. Pour que véritablement, que nul n'en ignore, mais surtout que les parties prenantes ne soient pas lésées pour prendre en charge les véritables questions de développement auxquelles nous avons l'obligation en tant que collectivité territoriale. Voilà, vous l'avez dit, il faudrait bien une planification pour être mieux organisée. Il y a beaucoup de difficultés, une planification budgétaire rigoureuse. Ce qui nous amène par ailleurs dans la seconde partie. Si vous nous suivez, nous sommes toujours dans le débrief. Et là, professeur, il a bien dit, il y a beaucoup de difficultés. Mais y a-t-il quand même adéquation entre les compétences transférées et les moyens transférés? Absolument pas. Madame, je vous dis, bien avant nous, après nous, le problème, il reste là. C'est très sérieux. 9 de compétences sont transférées aux collectivités territoriales. Mais donc, avec une obligation pour l'État de transférer concomitamment les moyens financiers qu'il faut pour la compensation. Et ce volet est pris en charge en grande partie par les fonds de dotation, même si les investissements également sont des réponses aux problèmes soulevés par ces compétences transférées dans bien des cas. Mais dans la réalité, c'est à peine 4 ou 5 compétences qui sont prises en charge dans la dotation, dans les transferts. C'est d'habitude les compétences classiques, c'est éducation, c'est santé, c'est culture, c'est le sport, jeunesse, etc. Tout le reste n'est pas pris en charge. C'est un problème. Et une évaluation a été faite à plusieurs reprises sur la gestion des compétences transférées, l'impact des fonds transférés, leur utilisation et également les perspectives qu'il fallait dégager. C'est vrai que les compétences transférées, ils ont besoin d'un lourd budget. Oui, non, d'un lourd budget, d'accord, mais en vérité, je reviens encore sur la question du financement.
des collectivités territoriales. Il est évident, comme l'a dit le président Diouf, le candidat à la tête d'une collectivité territoriale doit venir avec une stratégie qui va au-delà de l'utilisation simplement de gestionnaires au quotidien des fonds transférés par l'État. Il faut avoir aussi sa stratégie, avoir aussi son approche de recherche de financement. Une création de ressources. Voilà, mais le minimum quand même qu'on attend de la part de l'État, c'est également en choisissant la décentralisation, on choisit également le fait de se dépouiller de quelques prérogatives, des missions et des ressources qui vont avec. Et pour cela, madame, c'est une réglementation qui est là. On finance les collectivités locales à travers quand même 5,5% prélevé de la TVA de la dernière année, de la dernière gestion connue. Mais il y a un problème. Comment on calcule ce montant-là? Mais c'est le ministre de l'économie et des finances qui s'en occupe. Mais les élus locaux, les associations, sont exclus du processus. Le ministre même en charge de la décentralisation n'en maîtrise rien du tout. Il ne reçoit qu'une notification de l'enveloppe calculée par les services des finances. Et je vous donne un exemple très simple. Il est évident qu'il y a une évolution des montants transférés, hein, que ce soit fonds d'équipement, que ce soit fonds de dotation. Mais pour moi, cette évolution ne reflète pas l'évolution budgétaire, encore moins le niveau de recouvrement de la TVA au Sénégal. Je m'explique, madame. Quand on prend le cas du budget du Sénégal en 2012, mais il tournait autour de 2500 milliards de francs CFA. À l'époque, moi, le dernier arrêté que j'ai consigné avec mon collègue du budget, mais tournait autour d'une trentaine de milliards transférés en fonds de dotation et en fonds d'équipement. Maintenant, si on avait une quarantaine de milliards, 6 ans après, alors que le budget a évolué de 2500 milliards à 3720 milliards. Ce qui devrait impacter. Non, j'arrive. Presque une évolution de 1000 milliards du budget du Sénégal. Et en grande partie aussi, la TVA y est pour quelque chose. Et nulle part, on a entendu signaler qu'il y a une baisse au niveau du recouvrement, mais de la TVA au niveau du Sénégal. Si on suit cette logique-là, sans même entrer dans le détail des calculs, on devait se trouver aujourd'hui au moins à presque un doublement ou bien une augmentation à plus de 50%, non seulement du fonds de dotation, mais aussi du fonds d'équipement des collectivités territoriales. C'est une logique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut créer ce qu'on appelle la CONAFIL, la Commission nationale des finances locales, où le ministère sectoriel concerné, les associations des locaux, l'UAL, l'ADS, l'association du département du Sénégal, l'association du maire du Sénégal, tous seront impliqués et qu'on leur donne les moyens de recruter des techniciens et des experts pouvant être le bras technique dans la surveillance et le calcul de tout cela. De sorte que maintenant, mais il ne reviendra pas au ministre de l'économie et des finances de dire, voilà ce qu'on vous notifie, vous allez vous partager ça en grande masse d'abord au niveau du conseil, et puis il y aura la charcuterie ou la boucherie financière, mais sous l'égide du ministre et de ses techniciens. Donc voilà le problème qui se pose. Si on en arrive aujourd'hui, ça c'est un premier levier. Le deuxième levier en matière de financement, d'abord au niveau étatique, c'est de faire évoluer ce taux-là, ce pourcentage-là, de 5,5% à 10 ou voire 15%. Si aujourd'hui on s'arrête à la 40 milliards transférés, si le gouvernement avait décidé de faire évoluer ce taux de 5,5% à 15%, mais on se retrouvera facilement à 120 milliards de transférés. Mais 120 milliards, ça représente quoi? Sur un budget de 3700 quelques milliards. Mais quand même, je pense que qui veut le plus pour le moins? Le président de la République, depuis qu'il est à la tête du pays, parmi ses plus grandes réformes, qui se confondent à son magistère, à sa personne et à sa politique, mais l'acte 3 occupe une place prépondérante. Qui veut accompagner le président de la République? Qui veut le faire réussir? Qui veut le faire entrer dans l'histoire des grandes réformes doit l'aider à faire réussir cette réforme majeure qui est rattachée à son nom, c'est-à-dire l'acte 3. Et participer à la pérenniser. Et par ailleurs, ce qui s'est passé tout récemment, madame, c'est inacceptable. Des retards dans la mise à disposition des fonds ont toujours été enregistrés, hein. Il faut le reconnaître. Mais quand même, mois de juin, moi j'étais ministre pendant longtemps de ce secteur-là, mais on m'a jamais parlé de ces fonds-là au mois de juin, même pas au mois de mai. On ne pouvait pas imaginer cela. C'est-à-dire ça, c'est une façon aussi maladroite de donner des arguments à cela qui démontrent la politique économique et financière du gouvernement, ou même qui parle de déficit ou de tension de trésorerie. C'est un problème. Parce que si au mois de juin, les collectivités continuent à vivre davantage de trésorerie, ça veut dire que tout ce qui est investissement, tout ce qui est compensation, tout ce qui est gestion des compétences transférées, mais est mis sous le boisseau. Donc les gens sont payés à ne rien faire, à tourner le pouce, à contempler des bureaux. Mais quand même, et ça, c'est tout le Sénégal qui en souffre, madame. Je saurais comprendre cela et je pense que ça doit faire l'objet d'un débat sérieux. Qu'est-ce qui est derrière? Quelles sont les raisons?
mais les gens ont besoin de savoir. Et aujourd'hui, le danger également, et ça crée un problème, madame, de cohésion sociale et de sécurité publique. Oui. Vous imaginez aujourd'hui la réaction violente qu'auraient pu développer les populations bénéficiaires de ces subventions, de ces investissements-là, ou de ces éléments constitutifs des plans locaux de développement, mais qui n'ont rien vu venir. Mais d'habitude, ils ont tendance rapidement à accuser le maire ou le président du département d'avoir bradé les ressources, d'avoir détourné les fonds, ou bien d'avoir détourné les objectifs pour lesquels ces fonds sont mobilisés. Et s'ils se mettent eux tous à se justifier, à s'expliquer, mais ça va être une sorte de concert de casserole contre le gouvernement. Alors ce débat, par ailleurs, est justement l'occasion. Qu'est-ce qu'il explique selon vous? Quelles sont les raisons, comme l'a posé le professeur? Non, moi je pense que je voudrais sauter sur ce qu'il disait tout à l'heure en matière de développement à la base. Aussi, j'aimerais savoir quels sont vos rapports avec le ministère en question et pourquoi vous n'êtes pas associé à certaines démarches. Non, ce n'est pas le ministre, ça c'est la politique de manière générale. Ça c'est globalement étatique qui est ainsi. Le ministère est notre partenaire, donc premier chef. On venait dire qu'il y était une réunion sur les véhicules de la CCBM, le ministère était représenté. Mais je pense que, comme l'a dit M. le ministre tout à l'heure, il a raison. Et pourtant, il y a des solutions. Vous savez, je disais tantôt qu'on n'aura jamais de ressources suffisantes pour promouvoir dans les délais le développement à la base. Mais il faut montrer la volonté. Le chef de l'État a une bonne vision quand il parle de l'acte de la décentralisation. Il reste maintenant à faire la bonne connexion. Regardez le programme de développement communautaire. Parce qu'on parle de programme d'urgence, on parle de paiement. Tout à fait. Pourquoi ce programme qui a investi des milliards n'est pas porté par les collectivités territoriales? Bonne question. Parce qu'en réalité, le programme se déroule sur le terrain, mais adossé en termes de proposition au plan départemental de développement qui a indiqué des difficultés sur les infrastructures, comment relever le niveau technique, la mise à niveau des infrastructures de base, les écoles, les postes de santé, l'électrification rurale, les châteaux d'eau, les forages. C'est dans chaque plan départemental, ça existe. Dans chaque commune a son plan d'investissement. Vous vous rappelez, je parle sous son contrôle, le PAC, le programme d'appui aux communes, ou bien le précole, le programme de renforcement des collectivités territoriales. Aujourd'hui, on a mis en place le PACASEN, fondé sur les problématiques identifiées par les communautés, par les collectivités pour promouvoir le développement et lutter contre ces effets néfastes. Je pense qu'une bonne vision de notre point de vue serait que ce programme de développement communautaire ou le programme qui renforce les frontières puisse être porté par les collectivités et la question du financement trouve ici une solution. Il suffit de l'encadrer. Le ministère des Finances, l'inspection générale, la Cour des comptes est là pour encadrer et donner des conseils aux administrations à la base, dont naturellement les collectivités territoriales. La solution est vite trouvée. On aurait réglé la question du financement de notre développement, la route de Nganda-Kafrine, ou la piste qu'il faut entre Ngayen, Sabar et je ne sais pas quelle commune. Voilà la solution. Et pour dire tout simplement que c'est vrai qu'on a des difficultés, mais je pense que le problème, je me répète, c'est un problème budgétaire. L'équilibre budgétaire, qu'on le fasse suffisamment en avant pour que chaque fois que la dépense publique doit être exécutée, qu'il n'y ait pas de difficultés parce que ça a été planifié dans le budget. C'est ça le problème que les gens ont. J'ai cherché à savoir, parce que le ministre des Finances a dit on n'a pas un problème de trésorerie, il a raison, mais en tout cas on n'a pas reçu l'argent dans nos comptes. Et c'est le problème qui est posé fondamentalement. Ouais. Pour revenir maintenant sur ce que disait tout à l'heure M. le ministre, sur comment organiser davantage le territoire. C'est d'abord responsabiliser les acteurs. C'est important. C'est le substrat de la réforme de l'acte de la décentralisation. Les exécutifs locaux que nous sommes, les dynamiques communautaires qui sont en train de se construire dans les territoires, il faut les écouter et les prendre en compte en termes de préoccupation et mettre en place une alternative de solution. C'est vrai qu'on ne peut pas mettre des alternatives sans une implication des différents acteurs. Sinon, nos problèmes, nos projets sont voués à l'échec. 2 ans, 4 ans après, le projet meurt. On fait naître d'autres sur les centres des anciens et ça pose des difficultés. Mais est-ce le nombre des compétences transférées qui pose le problème de budget? Non, ce n'est pas lié à un problème de nombre. Nous en demandons plus d'ailleurs. Basiquement, comme l'a dit M. le ministre tout à l'heure, nous en avons 9 compétences qui sont transférées, mais qui sont exécutées peut-être 5 à 6. Mais la dimension agriculture, tu ne peux pas créer la croissance, le développement à la base, si les secteurs de production
ne sont pas prises en charge par la collectivité territoriale. L'agriculture, l'élevage, le tourisme, ne serait-ce que ces acteurs qui produisent, qui portent les questions économiques, ne sont pas articulés aux compétences des collectivités territoriales. L'acte 3 a cette vision. Mais nous sommes en train d'attendre véritablement, peut-être d'ici 1 an, 2 ans, dans le cadre de la phase 2, cette préoccupation sera prise en compte. Parce que vous ne pouvez pas seulement transférer les secteurs de l'éducation, les secteurs sociaux comme la santé, la jeunesse, le sport, sans y articuler les secteurs de production que sont l'agriculture, l'élevage, la pêche, le tourisme. Et nous avons des perspectives et des propositions. Et quand on nous écoute, on fait des propositions. Mais je pense qu'il y a un déficit. Est-ce qu'elles sont prises en compte? Non, il y a un déficit, il faut le reconnaître, d'information et de communication entre les associations que nous dirigeons. Nous sommes les premiers conseillers du gouvernement en matière de politique publique, dans le cadre de la commission de dialogue politique, que nous avons mis en place dans nos associations. Mais souvent, l'écoute est très tardive et évidemment, les problèmes qui sont nés récemment sont dus à ça. Je pense que les autorités nous ont suffisamment entendus et de mon point de vue, les années à venir, les corrections nécessaires et urgentes seront apportées pour le bien-être des populations et pour la crédibilité du système. Il le disait tout à l'heure. Le chef de l'État a une très bonne vision, mais il ne faut pas que des opérations de détail puissent véritablement infester le système pour le discrédibiliser ou en disant que l'acte 3 de la décentralisation, c'est une vision tout à fait tronquée. Or, véritablement, dans son fondement théorique et dans son pratique, partir des populations pour créer la croissance, faire les projets de développement, trouver les solutions, mais qui dit mieux en termes de politique publique. Voilà, en termes de politique publique, alors professeur, 5 ans après, a-t-on atteint les objectifs à mi-parcours? Non, le dire ainsi va être très, très difficile. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien si on parle de cette réforme-là, qu'on parle de phase 1, numéro 1 et de deuxième phase. La première phase étant une phase expérimentale, mais sans se voiler la face, mais aussi une phase d'observation des manifestations positives et négatives notées à travers la mise en œuvre, pour que la deuxième phase soit le moment de la correction, de la rectification et de l'amélioration. Et pour ces rectifications-là, 2 aspects, comme je l'ai dit, doivent être pris en compte fondamentalement. C'est le volet financement et le volet même promotion de l'intercommunalité ou de la transcommunalité à travers cette grande idée des pôles territoires. Aujourd'hui, si vous prenez l'exemple de Kaolack, moi je dis, si on observe très bien, voilà un pôle qui est là, dont la pertinence en termes de composition, d'orientation et d'action déjà qui commence à être menée jusqu'à ce que ça soit formalisé avec un statut clair. La réflexion est encore là, parce que 6 ans après, on n'a pas encore un statut clair par rapport à ces pôles, comment s'organiser, comment se composer, quels sont les rapports entre les acteurs, etc. Et en plus de cela également, nous avons, quand on prend l'université du Sine Saloum, mais c'est la première fois qu'on a quand même, dans la sous-région, ne parlons même pas du Sénégal, une université qui est le reflet parfait d'un pôle territoire. C'est-à-dire qui est à cheval entre l'ensemble des entités constitutives de ce pôle territoire-là. C'est tellement pertinent. Le rectorat à Kaolack, l'Institut du climat et d'autres UFR à Toubacouta, UFR lettres et sciences humaines à Fatick, élevage et tel à Kaffrine, et tel sciences politiques et je sais quoi encore dans une autre. C'est-à-dire c'est extrêmement important. On spécialise presque les collectivités constitutives de ce pôle-là dans une logique très complémentaire et pour un peu irriguer le développement, assurer la production. Je pense que cela me paraît extrêmement important. Mais, madame, on fait poser la première pierre à un chef d'État en grande pompe, 1 an, 2 ans, 3 ans après, mais tout est emporté par la poussière. On va finalement devoir ouvrir l'université sur la base de maisons conventionnelles, c'est-à-dire une université abri provisoire, quoi. C'est-à-dire, on va commencer par ça. Pour vous dire que l'homme, celui qui définit la politique de la nation, le chef de l'État, honnêtement, je ne suis pas son porte-parole, encore moins son défenseur, ici, moi, ce sont les populations qui m'intéressent, mais je trouve qu'il a beaucoup de mérite en termes de projection, en termes d'articulation, de mesures par rapport à une vision pertinente et, comment on appelle ça, ambitieuse qu'il a pour son pays. Mais l'animation de cette vision, madame, pose problème. Vous parlez là de vision, justement. Quelles sont les solutions que vous préconisez? Voilà. Maintenant, les solutions sont nombreuses. Tout au long de mes prises de parole, je ne fais qu'irriguer mon argument avec des solutions. Je vous dis, par exemple, pour le financement, il faut que le gouvernement accepte de comprendre que maintenant faire 100 milliards, 200 milliards, 2 700 milliards, mais c'est absolument rien du tout. Et cela permettra à ces entités
collectivités territoriales de pouvoir bien se déployer économiquement, d'assurer production, animation sociale et tout en même temps. Et pour cela, il faut qu'on passe de ce pourcentage de 5,5% pour financer la TVA, pour financer les fonds de dotation et les fonds d'équipement, à 10%, à voire 15% au maximum, ou 10% au minimum. Donc quand même, on demande plus. Mais je pense déjà que 15% me paraît extrêmement important et un peu constant. Par ailleurs également, il faut qu'on rapidement, après l'évaluation, les élus locaux ont fait un mémorandum, ils ont passé en revue tous les problèmes, ils ont donné une pile de solutions. Mais tout cela, que ça débouche également sur la réforme, non seulement de la politique financière, du financement de la décentralisation, mais également sur la mise en œuvre enfin définitive, avec tous les éléments qui vont avec, des pôles territoires. Par ailleurs également, le Haut Conseil des collectivités territoriales, madame, a donné un paquet, des paquets, je dis bien, de propositions concrètes, non pas générales ni aériennes, mais chiffrées, méticuleusement formulées. Heureusement, on ne se plaint pas, on voit une bonne partie de nos propositions déjà mises en œuvre, ce n'est pas mis dans les tiroirs. Et je pense que tous ces packages-là, venant des associations d'élus locaux, l'association des départements du Sénégal, l'association des maires du Sénégal, l'association, l'Union des associations d'élus locaux, le Haut Conseil des collectivités territoriales, toutes ces réflexions, ces analyses-là, non pas complaisantes, mais méthodiquement menées, avec des solutions préconisées, mais le gouvernement a déjà aujourd'hui une banque de solutions, mais nous sommes tous des concepteurs et des animateurs et par rapport à ces solutions. Et par ailleurs également, oui, et en fin de compte également, c'est de montrer également qu'il est important que le gouvernement renforce, prenne en compte le statut local, parce qu'ils sont les animateurs principaux. Je vois également les travaux des collectivités territoriales également, cela me paraît extrêmement important. Et l'association, madame, je vous donne un cas très simple. Avant la réforme de l'acte 3, c'est-à-dire si on cumule les subventions dédiées à l'association des collectivités territoriales de l'époque et l'association des maires du Sénégal, mais aujourd'hui les deux entités réunies n'ont pas presque la moitié de la subvention de l'époque consignée pour eux. Voilà. Donc il faut donner des moyens à ces dirigeants-là pour pouvoir eux-mêmes se doter des experts capables de les accompagner à l'effet d'être aussi de bons bras techniques du gouvernement à travers les propositions et la facilitation de la mise en œuvre. Voilà, justement, par rapport aux propositions, qu'en est-il de votre mémorandum? Oui, moi je pense que j'intègre sa proposition qui consiste à renforcer les transferts financiers de l'État de 5,5% à 10-15%. Le code l'a bien indiqué en disant transfert progressivement, voilà l'expression. Donc, j'intègre cette préoccupation. La deuxième préoccupation, mesdames et messieurs, c'est que si nous sommes convaincus que la lutte contre la pauvreté se mène sur le terrain à partir des acteurs, le financement, le transfert financier devait être adossé aux projets et programmes portés par les collectivités territoriales pour que le financement ait du sens, porter la valeur ajoutée des populations. C'est ça que j'appellerais, si vous voulez, l'inclusion financière. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on finance pour le simple plaisir de financer, mais qu'on finance sur la base du programme de la commune de Vélingara. On finance la commune de Bunkiling. On finance le projet du département de Kaffrine. On finance le projet qui est porté par le département de Kédougou. Selon les priorités. Non, selon les préoccupations des populations, adossées à un plan de développement, concocté par les populations, et l'État les finance pour répondre aux problèmes de population. C'est ça la solution basique, formulée par les associations des élus locaux. Donc l'inclusion financière, donc que le fermier qui est dans son village, l'exploitation familiale qui est dans ma communauté, qui porte la croissance au niveau communautaire, à partir d'un projet sur l'élevage, sur les unités de transformation des produits locaux, sur le port sec qu'on doit monter à Vélingara, sur la balise de la mangrove de Bignona, extra. Ce sont ces projets qui sont portés par les populations, que j'aime bien appeler le projet de territoire. Et vous, quel est votre rôle par rapport aux différents projets mis en place par l'État? Moi, en tant que président du département, j'ai fait le tour du pays. J'ai aidé tous les départements à formuler les projets de territoire. Votre association, donc, vous travaillez en synergie? Tout ça. Non, on est présent sur le terrain pour formaliser, mettre la bonne porte d'entrée pour lutter contre la pauvreté au niveau local. Donc le financement de l'État devait venir justement pour porter ces programmes. C'est pourquoi j'ai parlé du programme d'urgence
encore que la notion d'urgence, on peut en discuter. Mais je dis le programme de développement communautaire, le programme qui travaille sur les frontières, parce que c'est des questions spécifiques. Regardez donc ces projets, ces programmes portés par les communautés, par les collectivités locales, et l'État les finance, et ça répond à la préoccupation, et le financement est conséquent, objectif et pertinent. C'est ça fondamentalement la solution vers laquelle nous devons nous orienter. Sans compter tout ce qui peut venir comme le financement innovant, le climat aujourd'hui, le fonds vert. Nous avons aujourd'hui des précautions pour gérer le changement climatique. Nous avons des opportunités de capter ces financements innovants pour promouvoir. À Kaffrine, on a fait, monsieur le ministre. J'ai eu la chance d'électrifier 5 à 6 villages avec l'ONG IRID Afrique qui porte la parole au niveau des fonds verts climat. C'est important. Tout ce qui est également déchets dans les communes, nous sommes en train de 2 jours de monter un projet avec la commune de Kaffrine et la commune de Keyi, la commune de Nganda et la commune de Diamagadio, parce que nous estimons qu'aujourd'hui, nous devons nous adapter à ces phénomènes climatiques qui également nous ravagent et qui posent problème. Donc je pense une planification intégrée, prenant en compte toutes ces opportunités de financement, toutes les préoccupations des populations et les transferts financiers ne seraient qu'un seul intrant. Parce que justifiant justement le transfert qui doit être fait auprès des populations pour lutter, trouver des solutions à leurs préoccupations. Voilà, nous sommes à 1 minute rapidement de la fin. Quelle est la clé selon vous pour la réussite de cette deuxième phase? Appliquer simplement les recommandations bien avisées venant des associations d'élus locaux du Sénégal, du Haut Conseil des collectivités territoriales, qui ont procédé à un diagnostic sans complaisance, passant en revue tous les problèmes, écoutant tous les acteurs et sortant des hauts et des bas, des solutions à hauteur d'homme, mais qui pourront rectifier l'ensemble des errements et des carences, mais aussi avoir la volonté politique, mais surtout les hommes et les femmes, pour l'animation dynamique conforme à la politique définie par le chef de l'État, quelles que soient les réformes et les mesures. Si l'animation ne suit pas le rythme et l'ambition, on ne fera qu'entendre beaucoup de bruit, beaucoup de contestations, mais jamais des résultats probants. Voilà, vous êtes d'avis, rapidement? Mais c'est important. Le développement ne peut pas se faire sans l'acteur territorial. Voilà. Un grand savant Gumichon qui parlait, imaginez un territoire sans acteur. Donc l'animation territoriale, l'inclusion sociale, la deuxième solution, l'inclusion sociale. Rapidement, nous sommes au terme. Et véritablement, engranger tout le monde pour une bonne promotion économique à la base. Voilà, nous sommes au terme de ce débrief. Malheureusement, il y a beaucoup de choses à dire. Un grand merci à la partie rédactionnelle et à la technique. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre débrief sur Médian TV Afrique.